Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, La fille du capitaine. Chapitre 4. Le duel. Il se passa plusieurs semaines pendant lesquelles ma vie dans la forteresse de Belogorsk devint non seulement supportable mais agréable même. J'étais reçu comme un membre de la famille dans la maison du commandant. Le mari et la femme étaient d'excellents gens. Ivan Kouzmitch, qui d'enfant de troupe était parvenu au rang d'officier, était un homme tout simple et sans éducation, mais bon et loyal. Sa femme le menait, ce qui, du reste, convenait fort à sa paresse naturelle. Vassilissa Yegorovna dirigeait les affaires du service comme celles de son ménage et commandait dans toute la forteresse comme dans la maison. Marie Ivanovna cessa bientôt de se montrer sauvage. Nous fîmes plus ample connaissance. Je trouvai en elle une fille pleine de cœur et de raison. Peu à peu, je m'attachai à cette bonne famille, même à Ivan Ignatitch, le lieutenant borgne. Je devins officier. Mon service ne me pesait guère. Dans cette forteresse bénie de Dieu, il n'y avait ni exercice à faire, ni garde à monter, ni revue à passer. Le commandant instruisait quelquefois ses soldats pour son propre plaisir. Mais il n'était pas encore parvenu à leur apprendre quel était le côté droit, quel était le côté gauche. Schwabrin avait quelques livres français. Je me mis à lire, et le goût de la littérature s'éveilla en moi. Le matin, je lisais et je m'essayais à des traductions, quelquefois même à des compositions en vers. Je dînais presque chaque jour chez le commandant où je passais d'habitude le reste de la journée. Le soir, le père Garazim y venait accompagné de sa femme Akouline, qui était la plus forte commère des environs. Il va sans dire que chaque jour nous nous voyions, Schwabrin et moi. Cependant, d'heure en heure, sa conversation me devenait moins agréable. Ses perpétuelles plaisanteries sur la famille du commandant et surtout ses remarques piquantes sur le compte de Marie Ivanovna me déplaisaient fort. Je n'avais pas d'autre société que cette famille dans la forteresse, mais je n'en désirais pas d'autre. Malgré toutes les prophéties, les Bachkirs ne se révoltaient pas. La tranquillité régnait autour de notre forteresse. Mais cette paix fut troublée subitement par une guerre intestine. J'ai déjà dit que je m'occupais un peu de littérature. Mes essais étaient passables pour l'époque, et Soumarokov lui-même leur rendit justice bien des années plus tard. Un jour, il m'arriva d'écrire une petite chanson dont je fus satisfait. On sait que, sous prétexte de demander des conseils, les auteurs cherchaient volontiers un auditeur bénévole. Je copiai ma petite chanson et la portai à Schwabrin, qui seul, dans la forteresse, pouvait apprécier une œuvre poétique. Après un court préambule, je tirai ma poche mon feuillet et lui lus les vers suivants. Hélas, en fuyant Macha, j'espère recouvrer ma liberté. Mais les yeux qui n'ont fait prisonnier sont toujours devant moi. Toi qui sais mes malheurs, Macha, en me voyant dans cet état cruel, prends pitié de ton prisonnier. Comment trouves-tu cela? dis-je à Schwabrin, attendant une louange comme un tribut qui m'était dû. Mais, à mon grand mécontentement, Schwabrin, qui d'ordinaire montrait de la complaisance, me déclara net que ma chanson ne valait rien. Pourquoi cela, lui demandai-je, en m'efforçant de cacher mon humeur. Parce que de pareils vers, me répondit-il, sont dignes de mon maître Tridiakovski. Il prit le feuillet de mes mains et se mit à analyser impitoyablement chaque vers, chaque mot, en me déchirant de la façon la plus maligne. Cela dépassa mes forces. Je lui arrachai le feuillet des mains. Je lui déclarai que, de ma vie, je ne lui montrerai aucune de mes compositions. Schwabrin ne se moqua pas moins de cette menace. « Voyons, me dit-il, si tu seras en état de tenir ta parole, les poètes ont besoin d'un auditeur, comme Ivan Kouzmitch dans Carafon d'eau vive avant dîner. Et qui est cette Macha? Ne serait-ce pas Marie Ivanovna? Ce n'est pas ton affaire, répondis-je en fronçant le sourcil, de savoir quelle est cette Macha. Je ne veux ni de tes avis, ni de tes suppositions.
Oh, oh, poète vaniteux, continua Schwabrin en me piquant de plus en plus. Écoute un conseil d'ami. Macha n'est pas digne de devenir ta femme. Tu mens, misérable, lui criai-je avec fureur. Tu mens comme un effronté. Schwabrin changea de visage. Cela ne se passera pas ainsi, me dit-il en me serrant la main fortement. Vous me donnerez satisfaction. Bien, quand tu voudras, répondis-je avec joie, car dans ce moment j'étais prêt à le déchirer. Je courus à l'instant chez Ivan Ignatitch, que je trouvai une aiguille à la main. D'après l'ordre de la femme de commandant, il enfilait des champignons qui devaient sécher pour l'hiver. « Ah, Piotr Andreitch, me dit-il en m'apercevant, soyez le bienvenu. Pour quelle affaire Dieu vous a-t-il conduit ici? Oserais-je vous demander ?» Je lui déclarai un peu de mots que je m'étais pris de querelle avec Alexei Ivanitch et que je le priais, lui, Ivan Ignatitch, d'être mon second. Ivan Ignatitch m'écouta jusqu'au bout avec une grande attention, en écarquillant son œil unique. « Vous daignez dire, me dit-il, que vous voulez tuer Alexei Ivanitch et que j'en suis témoin? C'est là ce que vous voulez dire, hein, oserais-je vous demander précisément? Mais mon Dieu, Piotr Andreitch, quelle folie avez-vous en tête? Vous vous êtes dit des injures avec Alexei Ivanitch, eh bien, la belle affaire. Une injure ne se pend pas au cou. Il vous a dit des sottises, dites-lui des impertinences. Il vous donnera une tape, rendez-lui un soufflet. Lui un second, vous un troisième, et puis allez chacun de votre côté. Dans la suite, nous vous ferons faire la paix. Tandis que maintenant, est-ce une bonne action de tuer son prochain, oserais-je vous demander? Encore si c'était vous qui dussiez le tuer. Que Dieu soit avec lui, car je ne l'aime guère. Mais si c'est lui qui vous perfore, vous aurez fait un beau coup. Qui est-ce qui payera les pots cassés, oserais-je vous demander? Les raisonnements du prudent officier ne m'ébranlèrent pas. Je restai ferme dans ma résolution. Comme vous voudrez, dit Ivan Ignatitch, faites ce qui vous plaira, mais à quoi bon serais-je témoin de votre duel? Des gens se battent, qu'y a-t-il là d'extraordinaire, oserais-je vous demander? Grâce à Dieu, j'ai approché de près les Suédois et les Turcs, et j'en ai vu de toutes les couleurs. Je tâchai de lui expliquer le mieux qu'il me fut possible quel était le devoir d'un second, mais Ivan Ignatitch était hors d'état de me comprendre. Faites à votre guise, dit-il. Si j'avais à me mêler de cette affaire, ce serait pour aller annoncer à Ivan Kuzmich, selon les règles du service, qu'il se trame dans la forteresse une action criminelle et contraire aux intérêts de la couronne, et faire observer au commandant combien il serait désirable qu'il avisât aux moyens de prendre les mesures nécessaires. J'eus peur et suppliai Ivan Ignatitch de ne rien dire au commandant. Je parvins à grand-peine à le calmer, cependant, il me donna sa parole de se taire et je le laissai en repos. Comme d'habitude, je passais la soirée chez le commandant. Je me forçais de paraître calme et gai pour n'éveiller aucun soupçon et éviter les questions importunes. Mais j'avoue que je n'avais pas le sang-froid dont se vantent les personnes qui se sont trouvées dans la même position. Toutes ces soirées, je me sentis disposée à la tendresse, à la sensibilité. Maria Ivanovna me plaisait plus qu'à l'ordinaire. L'idée que je la voyais peut-être pour la dernière fois lui donnait à mes yeux une grâce touchante. Schwabrin entra. Je le pris à part et l'informai de mon entretien avec Ivan Ignatitch. « Pourquoi des seconds ?» me dit-il sèchement. Nous nous passerons deux. Nous convînmes de nous battre derrière l'état de foin le lendemain matin à 6 heures. À nous voir causer ainsi amicalement, Ivan Ignatitch, plein de joie, manqua nous trahir. « Il y a longtemps que vous eussiez dû faire comme cela, me dit-il d'un air satisfait. Mauvaise paix vaut mieux que bonne querelle. » Quoi, Ivan Ignatitch, dit la femme du capitaine, qui faisait une patience dans son coin. Je n'ai pas bien entendu. Ivan Ignatitch, qui voyait sur mon visage des signes de mauvaise humeur, se rappela sa promesse, devint tout confus et ne sut que répondre. Schwabrin le tira d'embarras. Ivan Ignatitch, dit-il, approuve la paix que nous avons faite. Et avec qui, mon petit père, tu t'es querellé?
Mais avec Piotr Andreitch et jusqu'au gros mot. Pourquoi cela? Pour une véritable misère, pour une chansonnette. Beau sujet de querelle, une chansonnette. Comment s'est-il arrivé? Voici comment. Piotr Andreitch a composé récemment une chanson et il s'est mis à me la chanter ce matin. Comme je la trouvais mauvaise, Piotr Andreitch s'est fâché. Mais ensuite, il a réfléchi que chacun est libre de son opinion et tout est dit. L'insolence de Schwablin me mit en fureur, mais nul autre que moi ne comprit ces grossières allusions. Personne au moins ne les releva. Des poésies, la conversation passa aux poètes en général, et le commandant fit l'observation qu'ils étaient tous des débauchés et des ivrognes finis. Il me conseilla amicalement de renoncer à la poésie, comme chose contraire au service et ne menant à rien de bon. La présence de Schwablin m'était insupportable. Je me hâtais de dire adieu au commandant et à sa famille. En rentrant à la maison, j'examinai mon épée, j'en essayai la pointe et me couchai après avoir donné l'ordre à Savielitch de m'éveiller le lendemain à 6 heures. Le lendemain, à l'heure indiquée, je me trouvai derrière les meules de foin attendant mon adversaire. Il ne tarda pas à paraître. « On peut nous surprendre, me dit-il, il faut se hâter. » Nous mîmes bas nos uniformes et, restés en gilet, nous tirâmes nos épées du fourreau. En ce moment, Ivan Ignatitch, suivi de 5 invalides, sortit de derrière un tas de foin. Il nous intima l'ordre de nous rendre chez le commandant. Nous obéîmes, de mauvaise humeur, les soldats nous entourèrent et nous suivîmes Ivan Ignatitch qui nous conduisait en triomphe, marchant au pas militaire avec une majestueuse gravité. Nous entrâmes dans la maison du commandant. Ivan Ignatitch ouvrit les portes à 2 battants et s'écria avec emphase. « Ils sont pris !» Vassilissa Igorovna accourut à notre rencontre. « Qu'est-ce que cela veut dire? Comploter un assassinat dans notre forteresse? Ivan Kuzmitch, mets-les sur le champ aux arrêts. Piotr Andreitch, Alexei Ivanitch, donnez vos épées, donnez. Palashka, emporte les épées dans le grenier. Piotr Andreitch, je n'attendais pas cela de toi. Comment n'as-tu pas honte? Alexei Ivanitch, c'est autre chose. Il a été transféré de la garde pour avoir fait périr une âme. Il ne croit pas en notre Seigneur. Mais toi, tu veux en faire autant? Ivan Kuzmitch approuvait tout ce que disait sa femme, ne cessant de répéter « Vois-tu bien, Vassilissa Igorovna dit la vérité, les duels sont formellement défendus par le code militaire. » Cependant, Palashka nous avait pris nos épées et les avait emportées au grenier. Je ne pus m'empêcher de rire. Schwablin conserva toute sa gravité. « Malgré tout le respect que j'ai pour vous, dit-il avec sang-froid à la femme du commandant, je ne puis me dispenser de vous faire observer que vous vous donnez une peine inutile en nous soumettant à votre tribunal. Abandonnez ce soin à Ivan Kuzmitch, c'est son affaire. »« Comment, mon petit père, répliqua la femme du commandant. Est-ce que le mari et la femme ne sont pas la même chair et le même esprit? Ivan Kuzmitch, qu'est-ce que tu baguenaudes? Fourre-les à l'instant dans différents coins, au pain à l'eau, pour que cette bête d'idée leur sorte de la tête, et que le père Garazim les mette à la pénitence pour qu'ils demandent pardon à Dieu et aux hommes. » Ivan Kuzmitch ne savait que faire. Marie Ivanovna était extrêmement pâle. Peu à peu, la tempête se calma. La femme du capitaine devint plus accommodante. Elle nous ordonna de nous embrasser l'un et l'autre. Palashka nous rapporta nos épées. Nous sortîmes, ayant fait la paix en apparence. Ivan Ignatitch nous reconduisit. « Comment n'avez-vous pas eu honte, lui dis-je en colère, de nous dénoncer au commandant après m'avoir donné votre parole de ne rien faire ?»« Comme Dieu est saint, répondit-il, je n'ai rien dit à Ivan Kuzmitch. C'est Vassilissa Igorovna qui m'a tout soutiré. C'est elle qui a pris toutes les mesures nécessaires à l'insu du commandant. Du reste, Dieu merci, que ce soit fini comme cela. » Après cette réponse, il retourna chez lui et je restai seul avec Schwablin. « Notre affaire ne peut pas se terminer ainsi, lui dis-je. »« Certainement, répondit Schwablin. Vous me paierez avec du sang votre impertinence, mais on va sans doute nous observer. Il faut feindre pendant quelques jours. Au revoir. » Et nous nous séparâmes comme s'il ne se fût rien passé.
De retour chez le commandant, je m'assis selon mon habitude près de Marie Ivanovna. Son père n'était pas à la maison, sa mère s'occupait du ménage. Nous parlions en demi-voix. Marie Ivanovna me reprochait l'inquiétude qui lui avait causé ma querelle avec Schwablin. Le cœur me manqua, me dit-elle, quand on vint nous dire que vous alliez vous battre à l'épée, comme les hommes sont étranges. Pour une parole qu'ils oublieraient la semaine ensuite, ils sont prêts à s'entrégorger et à sacrifier non seulement leur vie, mais encore l'honneur et le bonheur de ceux qui... Mais je suis sûre que ce n'est pas vous qui avez commencé la querelle, c'est Alexei Ivanovitch qui a été l'agresseur. Qui vous le fait croire, Marie Ivanovna? Mais parce qu'il est si moqueur, je n'aime pas Alexei Ivanovitch. Il m'est même désagréable et cependant, je n'aurais pas voulu ne pas lui plaire. Cela m'aurait fort inquiété. Et que croyez-vous, Marie Ivanovna, lui plaisez-vous ou non? Marie Ivanovna se troubla et rougit. Il me semble, dit-elle enfin, il me semble que je lui plais. Pourquoi cela? Parce qu'il m'a fait des propositions de mariage. Il vous a fait des propositions de mariage? Quand cela? L'an passé, 2 mois avant votre arrivée. Et vous n'avez pas consenti? Comme vous voyez, Alexei Ivanovitch est certainement un homme d'esprit et de bonne famille. Il a de la fortune, mais la seule idée qu'il faudrait, sous la couronne, l'embrasser devant tous les assistants. Non, non, pour rien au monde. Les paroles de Marie Ivanovna m'ouvrirent les yeux et m'expliquèrent beaucoup de choses. Je compris la persistance que mettait Schwablin à la poursuivre. Il avait probablement remarqué notre inclination mutuelle et s'efforçait de nous détourner l'un de l'autre. Les paroles qui avaient provoqué notre querelle me semblèrent d'autant plus infâmes quand, au lieu d'une grossière et indécente plaisanterie, j'ai vu une calomnie calculée. L'envie de punir le menteur effronté devint encore plus forte en moi. Et j'attendais avec impatience le moment favorable. Je n'attendis pas longtemps. Le lendemain, comme j'étais occupée à composer une élégie et que je mordais ma plume dans l'attente d'une rime, Schwablin frappa sous ma fenêtre. Je posai la plume, je pris mon épée et sortis de la maison. Pourquoi remettre plus longtemps, me dit Schwablin. On ne nous observe plus. Allons au bord de la rivière. Là, personne ne nous empêchera. Nous partîmes en silence et après avoir descendu un sentier escarpé, nous nous arrêtâmes sur le bord de l'eau et nos épées se croisèrent. Schwablin était plus adroit que moi dans les larmes, mais j'étais plus fort et plus hardi. Et M. Beaupré, qui avait été entre autres choses soldat, m'avait donné quelques leçons d'escrime, dont je profitais. Schwablin ne s'attendait nullement à trouver en moi un adversaire aussi dangereux. Pendant longtemps, nous ne pûmes nous faire aucun mal l'un à l'autre, mais enfin, remarquant que Schwablin faiblissait, je l'attaquai vivement et le fis presque entrer à reculons dans la rivière. Tout à coup, j'entendis mon nom prononcé à haute voix. Je tournai rapidement la tête et j'aperçus Savielitch qui courait à moi le long du sentier. Dans ce moment, je sentis une forte piqûre dans la poitrine, sous l'épaule droite, et je tombai sans connaissance.